Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Notre invité est un orateur hors pair et un contradicteur sans pareil. Né le 22 août 1949 à Grand Bassam, il est diplômé de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il fut secrétaire général du MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, et premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Téhéran jusqu'au renversement du Shah d'Iran. En 1983, à 34 ans, il entre dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny comme ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement chargé de conduire la restructuration de l'administration publique de la Côte d'Ivoire moderne. En 1993, il prend les fonctions de conseiller spécial du Premier ministre Alassane Ouattara et rejoint par la suite le RDR, le Rassemblement des Républicains. Le gouvernement de Laurent Gbagbo en 2002 le contraint à l'exil après 6 mois de prison pour l'affaire du complot de la cabine téléphonique. À son retour d'exil en 2007, il démissionne du RDR et crée son propre parti politique qui soutiendra la candidature de Laurent Gbagbo en 2010. Le 21 avril 2011, il est arrêté dans le bunker présidentiel par les forces françaises Licorne et emprisonné à Katiola. Il est libéré sous caution le 20 décembre 2012, après 20 mois de détention. Monsieur Jean-Jacques Béchiot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Merci. Comment allez-vous? Comme vous voyez, en pleine forme. En pleine forme. En tout cas, et avec moi, évidemment, pour le débat ce soir, monsieur Assalé Thiemoko de l'Éléphant déchaîné, monsieur Jean-Claude Koulibaly du quotidien Le Patriote. Bienvenue. Je rappelle évidemment que vous avez été le plus jeune ministre du gouvernement de Félix Houphouët-Boigny en 1983, à l'âge de 34 ans. Vous avez conduit la réforme de l'administration publique. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'a fait M. Alassane Ouattara, et notamment sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires, qu'est-ce que cela vous a inspiré quand le 1er mai dernier, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire annonçait qu'il augmentait les salaires de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire? Je voudrais commencer par vous remercier de me recevoir dans cette émission qui est suivie par un public nombreux et qui va permettre, n'est-ce pas, de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Qui, sérieusement, peut être fâché du fait qu'un gouvernement, quel qu'il soit, annonce des augmentations de salaire? Sauf à être d'un genre particulier, on ne peut que soutenir cela. Maintenant, entre les annonces et la réalisation concrète de ces annonces, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Allez, le temps, évidemment, c'était une des questions. Mais Monsieur Assalé Thiemoko, voilà, nous entrons dans le débat pour comprendre l'homme, Monsieur Jean-Jacques Béchiot, surnommé JJB. Bien, pour comprendre l'homme, on va chercher à savoir qu'est-ce qui le fait courir. Il était au PDCI, vous l'avez dit, le jeune Premier ministre de la fonction publique. Après le PDCI, il se retrouve au RDR. Le président Gbagbo arrive au pouvoir en 2000. En 2002, la rébellion éclate et il prend l'exil. Il revient, il crée son parti et il soutient Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est dans une logique toujours de soutenance de M. Laurent Gbagbo, mais en parlant avec le RDR. Qu'est-ce qui fait que l'homme politique Jean-Jacques Béchiot n'arrive pas à rester dans un seul coin et qu'il bouge à gauche, à droite? Pour un oufouettiste convaincu, puisque vous avez été, je rappelle aussi, premier conseiller d'ambassade, ministre sous le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Donc on pourrait présumer que vous êtes un oufouettiste convaincu, mais bon, c'est juste une présomption. Ce n'est pas une présomption, c'est une certitude. Okay. Mais revenons aux différentes questions que vous avez posées. C'est vrai qu'on me pose la question de savoir qu'est-ce qui me fait courir. Mais moi, je ne cours pas. Ce sont les autres qui ne savent pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils font.
Et je vous répète encore aujourd'hui que moi, on ne me fait pas faire n'importe quoi pour obtenir ou faveur, ou argent, ou pouvoir. Je vis sur la base d'une éducation que j'ai reçue par rapport à des éthiques. Et c'est ça qui me conduit. Oui, vous auriez pu le dire. Je suis rentré dans cette affaire depuis les syndicats, dès que je suis rentré en 6e au collège de Treichville. Et moi, j'ai des générations de personnes avec qui j'étais à l'école. Ils peuvent témoigner de ce que je dis. Je suis rentré en 6e, je suis déjà rentré dans les syndicats et puis dans la politique. Vous savez, le premier qui m'a envoyé en prison, entre guillemets, c'est Félix Houphouët-Boigny. Le MESI a été créé à la suite de mai 68. Il y a eu les bouleversements à travers le monde et les chefs d'État de l'OCAM ont cru devoir créer ce qu'on appelait le MEOCAM, l'organisation, le mouvement des étudiants et élèves de l'OCAM. Le MESI étant un mouvement politiquement engagé auprès du PDCI-RDA. Eh bien, nous n'avons pas accepté cela et nous sommes rentrés en grève. Moi, à la tête de tous les lycéens et de tous les collégiens, aux côtés de nos frères étudiants dont nous étions solidaires. En résumé, monsieur Jean-Jacques Béchiot, vous voulez dire que vous êtes un irréductible, vous ne pouvez, par opposition, vous ne voulez pas être corrompu. On va toujours rester justement sur cette question. Jean-Claude Coulibaly, notamment, sur les différentes transitions. Oui, je vais demander au ministre Jean-Jacques Béchiot, je ne dirais pas que vous courez. Vous avez parlé d'éthique et de conviction qui font que vous êtes obligé véritablement d'être un peu plus ou moins versatile. Quelles sont véritablement cette éthique et cette conviction? En gros, on pourrait résumer cette question. Qu'est-ce que vous avez reproché à Henri Konan Bédié pour quitter le PDCI? Qu'est-ce que vous avez reproché à M. Alassane Ouattara pour quitter le RDR? Merci. Il y a des mots que je ne pourrais pas accepter que vous utilisiez. Je ne suis pas versatile. Bon, tant pour moi. Non, vous l'avez dit, je corrige, je ne suis pas versatile. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Quand j'ai commencé à vous parler de mon parcours étudiant, c'est pour vous dire ce que j'ai toujours dit. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas les affaires qui ne sont pas claires. Et pour moi, la politique, là, elle ne permet pas de faire n'importe quoi. Voilà ce sur quoi je suis fondé. Alors, pour répondre à votre question, j'ai été, comme je vous l'ai dit, envoyé en correction par le président Houphouët à Kouédo. Parce que Houphouët disait, c'est parce que vous n'êtes pas discipliné que vous ne comprenez pas certaines choses. Alors quand on faisait des grèves, ils nous prenaient, ils nous envoyaient à Kouédo. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, on nous relâchait. Et puis bon enfant, des choses commençaient. Donc déjà, de ce temps-là, il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Et ceux qui ont suivi la vie politique en Côte d'Ivoire, vous savez qu'Houphouët-Boigny faisait souvent des conseils nationaux. Monsieur Jean-Jacques Béchiot, excusez-moi de vous interrompre parce que nous avons des impératifs. Le temps qui nous est imparti n'est pas aussi long que vous pouvez le croire. Mais qu'est-ce qui, fondamentalement, vous a séparé de M. Henri Konan Bédié par rapport au PDCI? Ce qui m'a séparé, non, j'ai compris votre question. Séparé de M. Alassane Ouattara, fondamentalement. Ce qui m'a séparé fondamentalement de Henri Konan Bédié, c'est que quand vous êtes le détenteur de l'héritage d'une famille, votre rôle, c'est de faire fructifier cet héritage. Vous n'avez pas d'exclusion à faire. Vous devez rassembler tous les membres de la famille pour poursuivre l'œuvre du Père. Faute d'avoir fait cela, j'ai quitté Henri Konan Bédié. Pourquoi j'ai quitté M. Ouattara? J'ai l'habitude de dire en rigolant que j'ai quitté M. Ouattara parce que j'ai vite vu et aperçu ce qui allait se passer.
Ça veut dire quoi concrètement? Ce qui allait se passer, c'est ce que vous voyez là. Cette gouvernance-là, cette politique où vous ne pouvez pas parler. Que reprochez-vous à cette... Laissez-moi terminer. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Cette politique où on ne peut pas dire ce qu'on pense sans être menacé physiquement, sans être menacé d'aller en prison, etc. Vous ne pouvez pas me dire, ah bon, nous sommes tous en Côte d'Ivoire et ce matin, à cette émission... Est-ce que vous avez été physiquement menacé depuis votre sortie de prison? Est-ce que vous avez eu justement une injonction de vous taire? Ou bien vous le faites volontairement en vous disant que le pouvoir en place peut, si vous dites des choses, vous emmener en prison? De deux choses l'une. Où vous voyez ce qui se passe et ce que je dis doit correspondre à quelque chose, où vous ne voyez pas et c'est un autre problème. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Moi, je parle. La question, M. Jean-Jacques Béchot, est de savoir si aujourd'hui vous avez été physiquement menacé. Je n'ai pas été physiquement menacé. Pour avoir dit quelque chose dans ce pays. Mais pour avoir fait raison d'État, vous avez vu ce qui s'est passé? Pour avoir fait raison d'État, vous avez vu ce qui s'est passé? Nous parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis que je n'ai pas été menacé. Je vous dis que je n'ai pas été menacé, mais je vois les gens qui sont menacés, qui sont jetés en prison parce qu'ils ont défendu telle ou telle cause qui ne plaît pas au pouvoir. C'est de ça que je parle. Citez des exemples de personnalités qui ont été véritablement emprisonnées à cause de leur opinion. Vous êtes journaliste, vous ne savez pas les personnalités qui ont été arrêtées? Non, je sais qu'il y a des personnalités qui ont été, en tout cas, qui sont en prison aujourd'hui, mais pour ma part, j'estime que ce n'est pas pour leurs opinions. Maintenant, si vous estimez que c'est pour leurs opinions, donnez-nous des exemples. Voilà. Nous sommes là, en fait, pour ça. Quand les responsables du FPI, version, comme on dit maintenant, Gbagbo, sont arrêtés et jetés en prison, c'est pourquoi ils ont fomenté un coup d'État? Non, c'était non. À partir de là, on saura véritablement qu'est-ce que ces personnes ont fait. Écoutez, nous sommes responsables. Oui. Les gens qui nous écoutent sont des gens responsables. Nous n'allons pas jouer au chat et à la souris. Alors ça nous permet évidemment d'entrer dans un sujet très important, notamment le sujet de la réconciliation. Peut-être l'impossible réconciliation, comme je nomme, la DDR, la CDVR, et maintenant la CON arrive. Pensez-vous que, parce que Ouattara aujourd'hui ne parle plus réellement de réconciliation, mais plutôt d'indemnisation des victimes, et que la réconciliation est consommée finalement? Vous y croyez-vous? Il n'y a pas de réconciliation. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et c'est pour cette raison peut-être que certaines personnes pensent que je suis trop dur. Quand vous êtes à la tête d'un pays, quand vous avez la gestion d'un peuple, vous ne pouvez pas vous amuser avec ces problèmes-là. Vous ne pouvez pas parce que vous avez décidé que c'est comme ça et puis c'est comme ça. Il y a les réalités. On dit aujourd'hui que la réconciliation est faite. D'abord, de quelle réconciliation il s'agit? Et qui s'est réconcilié avec qui, où et dans quelles conditions? Et quelles sont les conclusions de cette réconciliation pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Comme elle l'explique. Il ne suffit pas de dire la réconciliation est faite, et puis elle est faite. On ne la décrète pas, vous voulez le dire. Pardon? On ne décrète pas la réconciliation. Exactement. On ne la décrète pas. Attendez, souvent on me reproche de parler de Houphouët-Boigny. Mais dans la vie, il faut avoir des références. Nous avons connu des problèmes dans ce pays. Vous savez ce que le président a fait? Il a convoqué les représentants politiques, etc., de tout le peuple, en Conseil national. Et puis il a dit, il y a tel problème, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens parlaient avec leur cœur. Nous avons vu Houphouët-Boigny, qui en ce temps-là, s'il parle, là, il n'y a personne pour parler. Aujourd'hui, les gens racontent des histoires. Quand Houphouët est assis là, on ne trouve pas un garçon pour venir parler. Et puis les gens parlent, et puis Houphouët est assis. Il écoute pendant des heures, quelquefois 2, 3 jours. Et puis il dit, je vous ai compris. Et quand il dit, je vous ai compris, ce n'est pas un effet de style. Les décisions qui suivent correspondent à ce que le peuple a souhaité. Ou autant que faire se peut, parce que la politique aussi, c'est la saine gestion des réalités. Il peut se faire
que le chef ait des informations que les autres n'aient pas. Et c'est justement en possession de ces informations et de ce qu'il a entendu directement de son peuple qu'il prend une décision. La décision doit permettre au peuple d'être apaisé et au pays d'aller de l'avant. On va laisser à Saleh Timoko. Sur le point de la réconciliation, je voudrais revenir dessus. Beaucoup de cadres du FPI, vous l'avez dit, même sans citer de nom, sont aujourd'hui emprisonnés. Concrètement, on ne sait pas qu'est-ce que la justice leur reproche, puisque les faits ne sont pas mis à la place du public, à la disposition du public. Et est-ce que vous pensez que le fait que ces gens soient en prison n'est pas un frein au processus de réconciliation, puisque on ne sait pas réellement quand est-ce qu'ils seront jugés et quand est-ce qu'ils sortiront de prison? Je vais aller beaucoup plus loin que vous. Tant que Gbagbo ne sera pas libéré, là, il n'y aura pas de réconciliation vraie. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est des réalités. La deuxième des choses, justement, comment pouvez-vous parler de réconciliation alors que vous continuez de mettre les gens en prison, alors que d'autres sont en exil, ils ne peuvent pas venir, mais vous vous réconciliez avec qui? Moi, je ne suis contre personne. Les problèmes se posent à la Côte d'Ivoire. Je regarde ces problèmes et avec le peu d'intelligence que j'ai, je dis bien le peu d'intelligence que j'ai, j'essaie de donner ce que je crois être des solutions qui peuvent nous permettre d'avancer. Monsieur Jean-Claude Je ne Coulibaly, détiens pas la vérité. Oui, sur la question de la réconciliation. Sur la question de la réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas eu d'actes? Il n'y a pas eu des institutions? Il n'y a pas eu véritablement un dialogue avec l'opposition? Est-ce que cela n'a pas été fait? Est-ce que véritablement l'avenir de la Côte d'Ivoire s'arrête à un individu? Puisque vous avez dit tout à l'heure que tant que Gbagbo n'est pas libéré, il n'y aura pas de réconciliation. Et puis au-delà pour poursuivre évidemment sur la question de M. Jean-Claude Coulibaly, M. Ouattara a quand même fait des efforts. Il y a eu le dégel de certains biens, de certains comptes. Il y a eu aussi beaucoup d'exilés politiques qui sont rentrés. Il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés. Je veux dire, il n'a peut-être pas fait tout, mais il n'en demeure pas moins qu'il a quand même posé des bases et fait des actes. Vous me rappelez ces commentateurs de football qui disent que l'équipe a été battue, mais ils ont été battus dignement. Bon, ça, c'est votre affaire. Mais moi, je vais vous dire quelque chose et je vais vous répondre franchement. Mandela était en prison. Tant que Mandela n'est pas sorti, là, vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On n'essaie pas d'idolâtrer des personnes. Moi, je fais de la politique. C'est deux contextes différents. Moi, Gbagbo n'est pas Mandela. Moi, oui, mais ça, c'est facile. Ça, c'est des histoires qu'on dit comme ça. Moi, je suis un homme politique et je regarde la vie politique. Cher ami, je suis né en 1949, on l'a rappelé. Quand la Côte d'Ivoire était indépendante, là, je savais lire et écrire. Et par la grâce de Dieu, ce pays, je le connais. Plus que beaucoup de personnes qui sont là. Je vous dis, tant que Gbagbo n'est pas libéré, il n'y aura pas de réconciliation. Vous me répondez, mais est-ce que M. Ouattara n'a pas posé des actes, etc., etc. Attendez, quand vous décidez d'être chef d'État, vous décidez d'être une poubelle. Est-ce que vous avez compris ça? Vous décidez d'être le réceptacle de tout. Vous décidez d'être celui qu'on fâche et qui se demande pardon à lui-même parce que vous êtes le chef. Si vous n'avez pas compris ça, il y a un problème. Alors, comme on a dégéré 2 ou 3 comptes, alors que d'autres sont bloqués, comme on a libéré 2 ou 3 personnes, alors que des centaines sont encore en prison, comme quelques-uns sont rentrés d'exil, alors qu'on leur avait promis que tout cela se passerait sans problème, ils sont en prison. Vous pensez que c'est ça la réconciliation? Mais la réconciliation... Le chef doit poser tous les actes qui conduisent à la réconciliation, à la vraie réconciliation. Y compris une prime à l'impunité? Si, par exemple, ces personnes-là commettent véritablement des infractions? Je vous en prie, ne me parlez Parce pas que réconciliation ne veut pas dire... Je vous en prie, ne me parlez pas de ce genre de choses-là dont les gens parlent avec légèreté. La prime à l'impunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, pose un acte répréhensible vis-à-vis Ceux de la loi... de Ouattara qui ont posé des actes-là, ils sont où? Mais nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire ici. Non, attendez. Alors on va parler justement de... s'il vous plaît, il faut que je termine sur ce point-là. Non, écoutez, on va parler j'ai fait du droit et on ne m'amuse pas avec ce genre de procédures ont commencé. Il faut des procédures pendant 4 ans.
Les autres, là, vous avez fait quelle procédure pour les prendre et pour les mettre là-bas? Non, il y a eu des procédures, il y a eu des instructions quand même. À moins que vous soyez des défenseurs. Madame Babo, alors notamment, monsieur, ils ont été entendus par des juges. Je sais de quoi je parle. J'étais aux assises. Alors, s'il vous plaît. Vous n'avez pas été entendu par un juge? Ne m'amenez pas à dire des choses désagréables. Je sais de quoi je parle. Vous n'avez pas été entendu par un juge? Ne me parlez pas de justice de vainqueur ou de justice d'impunité, etc. Dans un pays qui se respecte, qui a une constitution et qui a des lois, ces lois s'appliquent à tout le monde dans les mêmes conditions de circonstances et de lieux. Il n'y a pas ceux pour qui il faut attendre des années en disant que les procédures sont en cours et ceux qu'on attrape, comme on l'a dit, on ne sait même pas ce qu'on leur reproche. Non, mais vous avez été pris dans un contexte comme le juge je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Arrêtez de personnaliser les problèmes. Et les procédures ont commencé. Voilà. Alors, il vous a fallu 4 ans pour commencer les procédures. On va vous remontrer une image. On va vous montrer une image et voir justement... Vraiment, je voudrais que ce débat-là, on le mène en responsable. Alors, Koulibaly, vous et moi, s'il vous plaît, vous et moi, nous sommes Ivoiriens. Oui. Je pense que vous avez le même intérêt que moi à ce que ce pays se retrouve, que les Ivoiriens se retrouvent et que les Ivoiriens aillent de l'avant dans la paix. Je suis parfaitement d'accord. Alors, ne rentrez pas dans ces petits jeux de politiciens qui se sont égarés, n'est-ce pas, dans la politique. Je ne suis pas un homme politique, et qui je suis un journaliste. Alors, on reviendra justement sur... On reviendra. Alors, monsieur le ministre, vous vous souvenez de cette image? Oui. Vous vous souvenez de cette image? J'ai fait quel coup d'État? Le 11 avril 2011. Ça, j'ai fait quel coup d'État? Ça, c'est parce que j'ai participé à Raison d'État. Raison d'État, c'est une émission d'opinion. Raison d'État, j'y participe, je suis un citoyen libre. La Constitution me garantit la liberté d'expression. Je ne justifie pas cette violence, mais vous savez dans quel contexte ça a eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pardonné à vos bourreaux quand vous regardez cette photo? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Que vous voulez poser? Oui, est-ce que quand vous voyez cette image-là, quand vous voyez cette image qui parle d'elle-même, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez pardonné à ceux qui ont posé cet acte? Une image qui a fait le tour du monde. Oui, mais c'est eux qui devraient avoir honte. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Vous me voyez, non? La question est de savoir, est-ce que vous avez pardonné aujourd'hui à vos bourreaux? Pour moi, il n'existe même pas. Pour moi, il n'existe pas. Et comme je dis, leurs visages sont visibles. C'est eux qui ont honte devant la Côte d'Ivoire et qui auront honte devant leurs enfants. Moi, je n'ai pas de problème. Mais... si quelqu'un pense que c'est en faisant ça qu'il va m'empêcher de dire ce que je pense, eh bien, comme on dit, il a joué bidé. Parce que ce que je pense, je le dirai toujours, avec la modestie de reconnaître que je ne détiens pas la vérité. Mais, avec moi, vous n'aurez jamais de surprise. Si un jour on vous dit que j'ai dit quelque chose contre vous et que vous ne l'avez pas appris de moi, c'est que je ne vous ai pas encore rencontré. On va parler maintenant d'un sujet très important, notamment l'inculpation des pro-Ouattara, donc quelques hauts gradés de l'armée qui ont été inculpés. Et sur ce sujet, évidemment... Oui, justement, sur ce sujet, j'ai déjà compris le ministre quand il dit qu'il y a eu une sorte de 2 poids 2 mesures. Pour un camp, on a ramassé tout le monde, on a acheté en prison. Pour l'autre, il a fallu 4 ans pour dire qu'on va les entendre. Certains disent qu'on les a entendus, ils ne sont pas inculpés. D'autres disent qu'on les a inculpés. On ne sait pas réellement quelle est la situation juridique. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Déjà d'avoir entamé la procédure judiciaire, notamment contre les pro-Ouattara. Puisque depuis 2011, ce n'était que les pro-Gbagbo qui étaient inculpés ou entendus. Oui. Vous savez, c'est ça qui est amusant et en même temps dramatique. Parce que on est en train de se réjouir du fait qu'on ait inculpé ou entendu des pro-Ouattara. C'est bien ça. Bon. Enfin, on ne se réjouit pas. On a juste envie de savoir ce que vous pensez. Non. Moi, je ne pense rien du tout. Chez moi, il y a des lois. Président de la République jusqu'au dernier des citoyens. Les lois sont applicables. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Ces gens dont on parle là, c'est depuis 2002. Depuis 2002. On n'a pas eu l'occasion de faire des enquêtes, etc. C'est maintenant. Ben c'est tant mieux. C'est ça la justice de Côte d'Ivoire. On regarde. Ne me dites pas non.
C'est comme ça se fait. C'est pas comme ça que presque ça se... partout. Mais il faut une enquête. Je suis désolé. Non, moi, je vais parler des deux cadres. Il y a le cadre du flagrant délit, où on sait véritablement où vous, Oui. Laurent Gbagbo, Le fait d'être dans une résidence, c'est un flagrant délit. Où on dit, par exemple, on reproche certaines choses à certains individus. On leur dit qu'ils ont commis tel acte. Il faut véritablement une enquête pour voir la véracité de tout. Écoutez, Avant la réponse de M. C'est ce qui prend Jean-Jacques du temps. Béchiot, nous allons marquer Il une y a deux cas qu'il pause. faut. On va marquer une pause et on revient juste après. Vox Africa se rapproche de vous. Dès le 21 juillet, retrouvez Vox Africa sur Canalsat, canal 33 en Afrique. Retour dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk avec l'invité, monsieur Jean-Jacques Béchiot, avec qui nous décortiquons l'actualité en rappelant évidemment qu'il a soutenu la candidature de monsieur Laurent Gbagbo en 2010 et cela lui a valu une incarcération pendant une période de 20 mois. Vous avez été libéré le 20 décembre 2012 sous condition et vous avez été récemment jugé en cours d'assises. En cours d'assises. Oui. Quelle a été votre peine? Moi, 18 mois avec sursis. 18 mois avec sursis, vous en avez déjà purgé 20, donc de facto, ça vous rendait libre. On envoie quelqu'un en cours d'assises parce qu'il a parlé. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'on veuille faire fi de la constitution de son pays. On envoie en cours d'assises. Et c'est ça, la justice. Et on veut me faire des cours de droit. Mais attendez, ce genre de choses-là, vous le faites avec des gens qui n'ont pas été à l'école, mais pas avec moi. Je suis désolé. Sur la question de Jean-Claude Coulibaly, qui vous avait posée avant que nous ne marquions la pause, quelle est votre réponse, votre avis? Et puis je voulais ajouter qu'est-ce que vous faisiez dans le bunker avec Laurent Gbagbo et ça? Mais écoutez, si vous lisiez l'actualité, je l'ai déjà dit et je vous le répète. J'ai dit en Afrique. Puisque vous dites qu'on vous a emprisonné parce que vous avez parlé, que faisiez-vous dans le bunker avec Laurent Gbagbo et les autres? J'ai dit, sortez-moi une loi de Côte d'Ivoire qui m'interdit d'être partout où je veux être. Sortez-moi cette loi. Non, la question le bunker, c'est le... Qu'est-ce que vous appelez d'abord un bunker? Alors, il faut rectifier les choses. Non, si vous voulez, à la résidence. À la résidence, voilà. Quel est le texte qui m'empêche en Côte d'Ivoire d'être dans la résidence du chef de l'État? Que ce soit en temps de guerre ou de paix. Quel est le texte? Sortez-le-moi. Je suis un citoyen libre et le palais de la présidence n'est pas la propriété du chef de l'État. Est la propriété de chacun des Ivoiriens et de tous les Ivoiriens ensemble. Je vous le rappelle. Vous reconnaissez qu'on était dans un contexte de guerre et que c'est à l'issue de cela que vous avez été arrêté? Oui, on est dans un contexte de guerre et c'est à l'issue de ça que j'ai été arrêté. Et vous tirez quelle leçon par rapport à la question que vous avez posée? Non, c'est moi qui pose la question, c'est vous qui répondez aux questions. Non, mais justement, vous posez une question. Je veux savoir à quoi vous pensiez quand vous posez la question. Non, j'estime que vous étiez dans un contexte où vous savez pourquoi vous avez été arrêté. Nous n'avons pas assez de temps. J'ai été arrêté, je suis allé soutenir Laurent Gbagbo, je l'ai dit devant la cour d'assises, je le redis aujourd'hui encore, parce que c'est mon président, celui pour qui j'ai voté, celui qui a été élu réellement. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui la présidence de M. Ouattara? Est-ce que vous reconnaissez que M. Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire? Vous savez, je vous disais tantôt que moi j'ai fait du droit. J'ai fait du droit et du droit public. Non, mais est-ce que vous reconnaissez M. Alassane Ouattara comme votre président, au-delà des notions de droit que vous avez fait? C'est très important. La dévolution du pouvoir se fait ou de façon démocratique ou par la force. Je considère que M. Ouattara est président de fait de la Côte d'Ivoire. Le citoyen républicain que je suis et que je prétends être prend acte de cela. Ok. Un point, un trait. Alors, on va parler maintenant de la CNC, dont vous faites partie, donc la Coalition nationale pour le changement. Et première question, Monsieur Assalé Tiemoko, sur... Première question, sur la CNC. Il y a la CNC puis il y a l'AFD qui est dirigée par Afin Guessan. Vous avez soutenu M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez choisi la CNC qui est avec le camp Sangaré et autres, et non pas avec Afin Guessan, qui est aussi membre du FPI? Mais vous devriez rappeler l'instabilité ou la versatilité dont il parle, parce que j'étais à l'AFD aussi.
Ah ouais, vous avez été à l'AFD. Oui. Aujourd'hui, le problème qui se pose est d'arracher le pouvoir, il faut être clair, d'arracher le pouvoir à M. Ouattara et à ses gens de façon démocratique et républicaine. Tous ceux qui pensent que ça, c'est un objectif, essaient de se regrouper, de se mettre ensemble pour la conquête, j'ai dit du pouvoir démocratique, non par la calache ou les bombardements. Voilà l'objectif. Et le premier à avoir tenté quelque chose, ça a été dans le cadre de l'AFD. Et nous sommes partis effectivement à l'AFD parce que nous considérons qu'il faut enlever le pouvoir de la main de ces personnes. Je le rappelle à toutes fins utiles pour nos téléspectateurs que l'AFD, c'est l'Alliance des forces démocratiques. Et quand j'ai assisté à 2 réunions de l'AFD, j'ai tout de suite compris qu'on voulait encore se servir des uns et des autres pour atteindre des objectifs. Moi, je ne suis pas perdu dans la politique. Je suis diplomate de carrière, la politique, c'est mon métier. Alors, ceux qui sont ingénieurs, etc., qui sont perdus de la politique et qui pensent qu'ils peuvent me tromper, ils se trompent. Vous parlez de M. Finguessan? Je voudrais demeurer courtois jusqu'à présent, mais vous savez qui était le président de l'AFD. Et voulez-vous se servir de vous pour pouvoir atteindre un objectif précis? Et je suis parti de l'AFD, vous avez vu ce qui se passe? Vous avez vu ce qui se passe actuellement? Je suis parti de l'AFD. Qu'est-ce qui se passe à l'AFD en ce moment? À l'AFD, vous savez très bien que c'est la division. L'AFD était censé, AFI était censé représenter le FPI. À l'AFD, vous savez, maintenant il y a FPI tendance AFI, il y a FPI tendance Sangaré. Voilà, ça aussi c'est la justice. Bon, bref, continuons. Et puis, moi, je suis parti parce que je ne reste pas dans les mauvais rêves et dans les cauchemars. Et je dis qu'on ne peut pas m'utiliser comme ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, M. Jean-Jacques Béchiot, que c'est quand vous arrivez dans une institution, dans une alliance, que les gens commencent à avoir de mauvais rêves? Vous n'êtes pas un peu ce porteur de mauvais rêves, finalement? Non. Vous étiez avec M. Bédier, vous avez dit, vous étiez au PDC, vous avez dit, vous n'aimez pas les mauvais rêves. Vous êtes venu avec M. Alassane Ouattara, vous n'aimez pas les mauvais rêves. Avec M. Laurent Gbagbo, vous avez vécu le cauchemar. Là, on n'était plus dans le rêve. Et on a vu la photo. On a vu la photo tout à l'heure que c'était un véritable cauchemar, évidemment, cette prise de la résidence de M. Laurent Gbagbo en 2011. Et vous êtes allé à l'AFD encore. Il y a un mauvais rêve. Ne faut-il pas craindre un mauvais rêve à la CNC, là où vous êtes allé maintenant déposer vos valises? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne dépose mes valises nulle part. Mais vous êtes quand même allé lorgner du côté de la CNC, même si vous n'y avez pas déposé vos valises. Je termine sur l'AFD. Vous savez, moi, je n'ai pas de complexe particulier. Et ce n'est pas parce que des gens ont décidé de marcher sur la tête que je suis obligé de marcher sur la tête. Retenez ça, quel que soit le cas de figure. Vous avez décidé de marcher sur la tête, c'est votre problème. Moi, j'estime que la tête, c'est pour réfléchir, ce n'est pas pour marcher. Et je ne marcherai pas sur la tête pour vous faire plaisir. Tirez les conclusions que vous voulez, c'est votre affaire, ce n'est pas le mien. Attendez, je suis dans une organisation, il y a des choses bizarres qui se passent. Je parle aux gens, ils ne comprennent pas. Alors, pour ne pas qu'on dise que Béchiot est dans un mauvais rêve, je reste là-bas Monsieur Jean-Jacques Béchiot, pour ajouter mon nom. Vous pouvez nous citer un seul exemple de choses que vous qualifiez de bizarres pour que nos téléspectateurs, puisque les Ivoiriens ont envie de savoir qu'est-ce qui est bizarre à l'AFD et qui vous a quitté, ne serait-ce qu'un seul élément. À l'AFD, j'ai assisté à 2 réunions. Mais comme moi, je fais de la politique, les positions qui ont été défendues par AFI à l'AFD, devant tout le monde, je me suis informé de savoir si c'était les positions qui le retransmettaient à ses camarades du FPI, puisque nous sommes des représentants et nous devons... Ces camarades n'étaient pas au courant. Mais quelle position défendait-il précisément? Parce que c'est vrai... Les positions qu'il défendait? Précisément. Quelle une ou deux positions qu'il a défendues? Notamment d'aller aux élections coûte que coûte, vaille que vaille, sans condition. Ça me suffit, moi.
on ne va pas à des élections, vaille que vaille, sans condition. Pour vous, Afi N'Guessan était finalement plus proche du pouvoir d'Alassane Ouattara, avait envie d'aller conforter Alassane Ouattara? Moi, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens, et spécialement, je m'excuse auprès de vous, mes amis journalistes, vous voulez qu'on vous dise des choses qui sont devant vous. Ça, là, vous le savez, vous tous. Vous écrivez matin, midi et soir sur ça. Pourquoi voulez-vous qu'on perde le temps encore à répéter des choses qui sont sûres? Ce n'est pas le secret de Dieu. Quand vous faites vos réunions, nous ne sommes pas conviés. Mais, attendez, vous voyez ce qui se passe, tout ce qui est écrit sur les positions d'Afi par rapport aux positions de Sangaré, etc. Vous voulez qu'on passe le peu de temps que nous avons ici, là? Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, il est impossible de concilier les deux partis, l'AFD et la CNC, pour aller aux élections avec un candidat unique? C'est impossible. Voilà, une union sacrée contre le RHDP. Imaginons la CNC et l'AFD en rang de bataille contre l'AFD, le RHDP. Est-ce possible? Je vous pose une question, répondez-moi et je vous réponds. Est-ce qu'il était possible que Bédié et Ouattara fassent une union? A priori, non. Avant 1999, de 1993 à non, 1999. disons avant-hier. Ouais, Faut pas aller a priori, non. Oui. Et pourtant, ils l'ont fait. Oui. Si Bédié et Ouattara ont fait alliance, je pense que Tout est possible. Tout est possible. Question. Je continue pour dire que j'ai dit tout est possible parce que je ne suis pas le bon Dieu. On voit tellement de choses bizarres dans ce pays Tellement d'alliances contre nature, finalement. Voilà, qu'il ne faut s'attendre, qu'il ne faut s'étonner de rien du tout. D'accord. Voilà. Alors, pour rebondir un peu sur la Tuvali, question, vous avez dit votre objectif au niveau de la CNC, c'est vraiment de, vous avez utilisé le terme chasser, en tout cas ceux qui sont au pouvoir actuellement, notamment le président de la République, c'est-à-dire même de façon démocratique et républicaine, c'est ce que vous avez dit ici sur ce plateau. Mais comment allez-vous faire si vous avez décidé d'avoir une posture de boycott? Comment allez-vous atteindre cet objectif? Oui, mais ça, vous voyez, c'est ça qui n'est pas bien. On a une posture de boycott, ça veut dire Puisqu'il y a quoi? certains de vos camarades, je cite, ceux qui sont avec vous, Sangaré, qui a dit clairement qu'il fallait boycotter en tout cas l'opération de révision de la liste électorale, et que s'il n'y avait pas, vous avez parlé de conditions tout à l'heure, si les conditions ne sont pas réunies, il est clair que vous allez appeler les gens au boycott. Mais si vous voulez véritablement prendre le pouvoir de façon démocratique, comment allez-vous faire? Si vous avez alors justement, c'est le champ justement des contradictions ou des discordances, pourrait-on dire. Le FPI au sein de la CNC, version Sangaré, dit boycottant les élections. KKB, peut-être je ne vous ai pas entendu, mais Monsieur Charles Konan Banny invite leurs militants à aller s'inscrire. Alors, ce champ discordant, comment vous l'analysez? La première des choses, je le répète, on ne crée pas un parti où on ne se met pas ensemble dans le cadre d'une coalition pour ne pas aller à des élections. Okay. Si vous ne voulez pas aller à des élections et que vous avez cela comme principe, expliquez-moi pourquoi vous créez un parti. Faites un club de football, de manger de poulet, etc., mais pas un parti. Un parti est créé pour prendre le pouvoir. Et quand on dit qu'on veut chasser Ouattara du pouvoir, les gens ont de l'ultiquaire. Mais attendez, vous n'êtes pas M. Ouattara, ne me répondez pas. Les gens ont de l'ultiquaire. Mais on chasse l'autre pour prendre sa place de façon démocratique. Bouhari vient de chasser Goodluck Jonathan de façon démocratique. Macky Sall a chassé Abdoulaye Wade de façon démocratique. Pourquoi ça crée de l'ultiquaire ici et on considère qu'on est contre quelqu'un? La vie politique, là, elle est faite, on va aux élections, tel député chasse un autre pour prendre sa place, tel président chasse un autre pour prendre sa place. C'est ça le jeu normal de la démocratie, donc il n'y a rien de particulier en cela. Alors, pour en revenir à la CNC, vous entendez les sons discordants entre Mabry Touakeuse et les autres, là? Ou bien ça, on n'entend pas? Ils sont 5. Ils sont 5. C'est pas pour ces élections. Ils sont 5. Vous savez, ce genre d'amusement-là, il faut qu'on arrête ça. C'est pas pour ces élections. Oui, c'est pas pour 2015. Mais attendez, voilà, vous... c'est pour l'alternance en 2020. Bon, puisque vous répondez, je vous réponds franchement et les yeux dans les yeux. En 2020, en Côte d'Ivoire ici, vous savez qui sera vivant et qui sera déjà mort?
Vous savez qui sera vivant et qui sera déjà mort? Non, je vous donne l'information. Je vous dis qu'il s'est prononcé sur la tenance en 2020 et non les élections de 2015. Arrêtez Voilà, ces blagues-là et de toute façon, ça ne me regarde pas, c'est entre eux. Comme ils sont le bon Dieu, ils n'ont qu'à continuer. Mais je dis, en ce qui concerne la CNC, que nous nous sommes mis d'accord. Mais c'est une coalition qui vient d'être formée. Nous sommes déjà presque 30. Et on s'étonne qu'il y ait des petits palabres, des incompréhensions, alors que là où ils sont 5, c'est la chicaya. Il faut quand même que ce soit sérieux. Et puis de toute façon, ce qui se passe au RHDP, je m'en fiche éperdument, je ne suis pas du RHDP et ça ne me regarde pas. Vous êtes foncièrement oufouettiste, on s'attend. Je suis foncièrement oufouettiste, mais le RHDP n'est pas un rassemblement d'oufouettistes. C'est un rassemblement de gens qui utilisent le nom de Oufoué pour la politique politicienne. Bon, et je dis, si ce que je dis, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, qui sont oufouettistes, amenez-nous ici autour de cette table et puis on verra bien. Qui parle de Oufoué? La question est que, comme vous avez dit, il faut chasser Ouattara de façon démocratique et républicaine, je n'ai aucun problème avec ça, mais je dis, pour chasser Ouattara, il faut participer aux élections. Est-ce que oui ou non vous êtes pour la participation? Puisqu'il y a certains de vos camarades déjà qui sont dans une posture de boycott. Comment allez-vous faire? Alors, la question va aller très rapidement. Voilà. Est-ce que la CNC va participer aux élections ou non? Pour passer à un autre sujet? Oui, je vais vous répondre rapidement parce qu'on ne va pas me piéger dans ce genre de choses-là. Qui vous a dit que nous sommes dans une posture de boycott? Certains de vos camarades. Voilà. Je vous ai dit d'entrée de jeu que personnellement, et beaucoup de personnes partagent ça, je ne vais pas à des élections où on ne sait pas à quel jeu on joue. C'est mon droit le plus absolu, non? En matière de boycott, attendez, le RDR semble oublier qu'il nous a appris beaucoup de choses dans ce pays, y compris le boycott, y compris la prise du pouvoir par les armes, y compris la contestation de du Conseil constitutionnel de ses décisions, etc. Alors, allons-y doucement. Le CNC n'est pas dans une posture... Le CNC, vous me posez la question tout à l'heure quand j'aurai fini, la CNC n'est pas dans la logique de ne pas aller aux élections. La CNC est dans la logique de discuter et de trouver ensemble des conditions qui permettent d'aller à des élections démocratiques, justes, crédibles et transparentes. Alors, on va... Oui, monsieur Assalé Timo. Qui a fait qu'on est à 3 mois des élections? On va passer à nos termes. Voilà, on va aller maintenant, évidemment, puisqu'on parle d'élections, puisqu'on est en plein cœur d'élections. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur l'éligibilité de monsieur Ouattara, l'éligibilité ou pas de monsieur Ouattara à la prochaine élection présidentielle? Est-ce que, d'après vous, il est éligible ou pas? Vous avez un complément, comme on n'a pas assez de temps? Non, il a posé la question, allez-y. Ok. J'ai dit... Il ne faut pas personnaliser les problèmes. Pourquoi on parle de l'éligibilité ou de l'inéligibilité de M. Ouattara? Ce n'est pas parce que j'ai peur que j'ai dit ça. C'est un raisonnement intellectuel. Les lois sont impersonnelles. La Côte d'Ivoire a une constitution qui définit notamment dans son article 35 les conditions pour être candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui pensent qu'ils remplissent ces conditions, ils n'ont qu'à aller déposer leur dossier devant le Conseil constitutionnel. Maintenant, comme on insiste sur le cas de M. Ouattara, je dis qu'en l'état actuel des choses, M. Ouattara n'est pas éligible. L'article 35 est là. Vous êtes tous là. Vous savez ce qui s'est passé à Pretoria. Vous savez ce qui s'est passé de retour de Pretoria. Mais pourquoi les gens ne veulent pas voir les problèmes tels qu'ils sont? Si ce problème-là, il n'y avait pas eu des gens dans l'entourage de Ouattara pour dire on s'en fout, on va faire ce qu'on veut et puis il n'y a rien. Peut-être qu'on aurait depuis longtemps, on se serait assis, discuté pour essayer de trouver une solution. Justement, M. Ouattara avait promis la modification. Et tous les autres candidats aussi étaient d'accord sur ce principe. M. Babo, M. Bédé et les autres étaient d'accord qu'après les élections de 2010, il fallait s'asseoir et retirer de la Constitution les articles qui avaient ce fameux article 35. Pourquoi, d'après vous, cela n'a pas été fait depuis que M. Ouattara est au pouvoir? Oui, mais tout simplement parce qu'il sait que s'il va sur ce chemin-là, il perdra. Et pourquoi il perdra? Mais pourquoi il n'est pas parti?
Pardon, Pourquoi il fait là? ne me distrayez pas. Non. Mais pour continuer sur la question que vous avez posée, connaissez-vous une constitution qui n'exclut pas des gens? Quand on dit qu'on ne peut pas être président de la République avant d'avoir 40 ans, ce n'est pas une exclusion? Si. Au Sénégal, n'importe qui peut se lever et puis se présenter comme candidat à la présidence. Citez-moi un pays où chacun vient comme ça, le doigt dans le nez, et puis je suis candidat à la présidence. Nous avons une constitution. Cette constitution doit être respectée. L'article 35 prévoit les conditions pour être président de la République. Celui qui remplit, celui qui ne remplit pas, c'est son problème. Et nous regardons la Cour suprême. Nous regardons le Conseil constitutionnel. Trouvez-vous, M. Béchot, trouvez-vous normal que le président sortant, qui a été légitimé par le peuple de Côte d'Ivoire en 2010, ne puisse pas être candidat à sa propre succession? Attendez, faut pas m'amener à dire des choses qui ne sont pas agréables. Non, mais on est là pour Houphouët-Boigny a été président ici de 60 jusqu'à ce qu'il meure. Chaque 5 ans, il a constitué un dossier transmis à la Cour suprême qui a analysé. Mais le dossier sera constitué. Attendez, et qui a dit oui, il peut se présenter. Donc quand vous dites le président sortant qui est en exercice, etc., ce n'est pas un critère. Je reprends la question. Mais vous savez dans quelles conditions M. Ouattara est président actuellement? Je reprends la question. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de légitimité, en tout cas du président sortant? C'est-à-dire, celui qui a été président pendant 5 ans, il a géré la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut venir dire que ce président n'est pas éligible? Est-ce qu'il pourrait avoir une jurisprudence sur ce cas? Non, je vais répondre à... De quelle légitimité vous parlez? Moi, j'étais au palais. Vous étiez peut-être quelque part. Oui. Vous savez comment M. Ouattara est arrivé au pouvoir? Dans les bagages de l'armée française. Oh, vous voulez que je vous... Pardon. Tout le monde sait qu'il y a eu des élections. Il y a eu quand même des élections, il y a eu des résultats qui ont été proclamés. Cher ami. Vous le savez très bien. Cher ami. Vous le savez? Laisse-moi lui répondre 2 ou 3 petites choses. La première des choses, lesquelles élections ont été proclamées par qui? Le scrutin du 28 novembre. Ont été proclamées par qui? Il y a eu des résultats qui ont été proclamés par M. Youssouf Bakayoko, qui a été président de la commission électorale indépendante. Vous le savez? Pour quelqu'un qui a fait du droit... L'épisode des armes, vous savez ce qui a entraîné l'épisode des armes? Pour quelqu'un qui a fait du droit, vous m'étonnez. Non, j'ai dit simplement... M. Youssouf Bakayoko ne peut pas... L'institution qui a organisé les élections M. a proclamé des résultats. Ne peut pas et après, proclamer... le Conseil constitutionnel, qui s'est même dédié, est venu dire que ces résultats étaient vrais. Voilà. Moi, je vous retourne la chose, la question. Mais si vous voulez me laisser le temps de vous répondre. Oui, allez-y, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Quand Yaoundé dit que Ouattara a perdu les élections, ça c'est... qu'il vient après pour dire qu'il a remporté les élections. Comment vous expliquez cela? Je peux parler. Et vous trouvez... Vous laissez M. Jean-Jacques Béchot répondre. Monsieur le ministre, M. Jean-Jacques Béchot pour répondre à la question. Je suis scandalisé parce que vous dites... Quand Yaoundé vient dire que Gbagbo a gagné, ça, il ment. Mais quand le même Yaoundé, comme vous dites, il vient dire que c'est Ouattara qui a gagné, il devient une autre personne. Non, et il ça, c'est rejoint la commission électorale indépendante sur véritablement les résultats qui ont été donnés par cette commission. Et selon vous, qui proclame les résultats? Quel est le rôle de la commission électorale indépendante? Elle a pour rôle de proclamer les résultats définitivement? Oui, mais je vous le dis, il n'y a pas de problème. Les deux institutions se sont rejointes après. Celle qui proclame les résultats provisoires et celle qui proclame les résultats définitifs. Vous savez... Donc, voilà, on va essayer de recentrer le débat pour terminer notre émission. On va terminer. Vous savez, vous êtes le genre d'intellectuel qui induisent les chefs en erreur. Si, je vous le dis, c'est péremptoire. Laissez-le terminer. Moi, je suis journaliste, s'il vous plaît, vous êtes journaliste. Jean-Claude Coulibaly, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste. Oui, les faits sont les faits. Tout le monde connaît les faits en Côte d'Ivoire. Mais attendez, M. Coulibaly. Je vous pose la question, est-ce que Paul Yaoundé n'a pas proclamé le chef d'État actuel président, vainqueur de ces élections? Mais qui l'a proclamé avant comme président? Oui, mais c'est dit, il rejoint l'institution. Voilà. Bon, attendez, je ne vais pas perdre mon temps. Oui, alors, on va laisser le débat. C'est une des dernières questions de l'émission. Qui n'ont ni tête ni queue. Je suis désolé d'avoir... C'est des débats partisans. Vous avez posé votre point de vue. On va évoluer. Non, parce que là, vous défendez un gouvernement, vous défendez une je vous expose les faits. Vous ne pouvez pas m'exposer des faits dont vous ne savez même pas d'où ça vient. Personne ne sait d'où ça vient. Vous vous contentez de se croire dans des maquis. Moi, je ne l'ai pas vécu. Monsieur le ministre, on va évoluer. Je m'excuse. Les problèmes sont trop sérieux pour que vous les traitez avec... Allez, on va aller rapidement. On va aller sur notre thème.
vous avez dit que pour aller aux élections, il faudrait qu'il y ait des conditions clairement définies, que tout soit réuni pour que la CNC soit candidate à cette élection-là. L'enrôlement, la révision de la liste électorale, chacun sait que il s'est passé dans des conditions où il n'y a pas eu de mobilisation, il y a eu même une prorogation du délai. Et aujourd'hui, on se demande si les délais constitutionnels seront respectés ou bien s'il faille reporter encore les élections pour qu'il y ait des discussions, pour que les Ivoiriens sachent à quoi s'en tenir quand ils vont aller encore à ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour terminer justement sur la question de la CEI et de la prolongation de l'enrôlement, des observateurs s'étonnent évidemment que la décision de la prolongation vienne plutôt du ministère de l'Intérieur plutôt que de la commission électorale indépendante, mettant en doute évidemment l'indépendance de cette commission électorale. Vous savez, je suis triste au moment où nous sommes en train de terminer ce débat. Et je vais vous dire pourquoi je suis triste. Je suis triste parce que des problèmes sérieux se dressent devant ce pays. Des problèmes, si nous nous amusons avec, qui vont créer des situations encore plus difficiles que ce que nous avons connu. Et il y a des gens qui s'amusent avec ça. Je refuse, moi, de m'amuser avec ça. Je ne sais pas si après cette émission, on va m'arrêter ou etc. parce que c'est la mode. Ce que je dis, c'est qu'au moins les Ivoiriens se souviendront que je leur ai dit ça. Voilà. Alors, vous savez, je suis tellement lassé. Attends, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette CEI? On ne va pas... Mitterrand et Chirac se sont retrouvés en France, candidats l'un et l'autre. Vous avez suivi. Il n'y a pas eu un président et puis ils se sont mis d'accord, les règles existent. Ils ont débattu, celui qui a gagné, il n'y a pas eu de problème. Alors dites-moi aujourd'hui, on va aux élections sur la base de quel texte? On va aux élections alors que tout le monde est toujours armé. Il y a 4 jours, ce sont les journalistes qui rapportent, nous on est dans nos maisons. Vous avez vu ce qui s'est passé à Angré. Chers amis, on va aux élections. Mais attendez, vous voulez qu'on massacre les jeunes Ivoiriens ou qu'est-ce que vous voulez? Qu'on me le dise de façon claire. On va aux élections encore parce que tout est mélangé et rien n'est sûr. Je prends même un exemple. Les conditions ne sont pas remplies. Les conditions ne sont pas remplies pour aller aux élections. Asseyons-nous et discutons. Donc une autre transition. Que pensez-vous? Nécessairement une transition. Que pensez-vous de l'indice donné par les institutions de la communauté internationale, notamment la Banque mondiale qui parle de 1,8? De quoi? L'indice de sécurité, nous étions à 3,5. Nous sommes à 1,8. Que pensez-vous de cela? Je vous ai dit que je suis diplomate de carrière. Oui. Je ne vous ai pas dit que j'ai été ambassadeur aux Nations Unies. Alors vos histoires de communauté internationale qui vous effraient là, ça c'est entre vous. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que la communauté internationale écrit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on voit dans les rues d'Abidjan et à travers la Côte d'Ivoire. Dans les rues d'Abidjan, vous voyez des hommes en armes, comme on le dit, c'est-à-dire à la sortie de la crise. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je ne veux pas continuer. Allez, on va terminer notre émission. Merci en tout cas d'être resté en notre compagnie. Le temps qui nous est parti est arrivé à son terme. Nous recevions dans cette émission M. Jean-Jacques Bessiot, membre de la Coalition nationale pour le changement. Monsieur Jean-Jacques Bessiot, merci de vous être prêté à nos questions. Ce fut un plaisir de vous recevoir à cette émission et nous osons espérer que vous ne serez pas arrêté et jeté en prison après cette émission. Voilà. Merci encore. Allez, c'est ça, la mort merci à monsieur Jean-Claude Coulibaly. C'était de bonne guerre, évidemment, du patriote. Sans rancune, on veut le dire. Et puis, monsieur Assali Tcheboko de l'éléphant déchaîné. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.